Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision, les Indés Radios, 130 radios indépendantes partenaires de cette émission et avec TV5 Monde. 3 parties dans cette émission de JT des territoires dans un instant que je vais vous présenter. Puis Territoire d'info en direct, l'invité politique. Ce matin, c'est Stéphane Le Foll, l'ancien ministre, maire PS du Mans, qui sera sur ce plateau. Puis la 3e partie avec l'actualité parlementaire et politique. Tout de suite, c'est le JT des territoires. Je vous y retrouve dans un tout petit instant. On commence ce journal avec la mobilisation des professeurs hier. À l'appel de tous les syndicats de l'éducation nationale, ils se sont mobilisés contre les suppressions de postes et pour plusieurs réformes, grèves et manifestations un peu partout dans toute la France. Ici, à Calais, sur ces images tournées par notre partenaire WEO, vous les voyez défiler. Écoutez leurs revendications. Nous avons vraiment le sentiment, et c'est pour ça qu'on proteste, qu'on reventile les moyens, qu'on enlève les moyens au second degré pour les ventiler vers le premier degré. La colère, elle monte au sein des établissements. Le sentiment qu'ont les personnels au sein, c'est d'être ne plus respectés dans leur travail et de ne plus avoir les moyens de fonctionner dans de bonnes conditions. C'est ça ce qui se passe actuellement dans l'éducation. Et on a besoin réellement d'être respecté en tant qu'enseignant, en tant que formateur, pour justement créer les citoyens de demain. Autre mouvement de grogne, à quelques jours de la grande mobilisation contre les prix de l'essence, les Gilets jaunes s'organisent. Regardez ici à Guingamp, sur ces images de notre partenaire le Télégramme, entre distribution de tracts et dialogue citoyen. Ils espèrent le renfort des routiers et des infirmiers pour les accompagner dans leur mouvement. Prenez donc des précautions ce samedi si vous devez circuler à travers le pays. Tout à fait autre chose, de jeunes migrants hébergés dans des logements sociaux à Vertou. 18 adolescents, pour la plupart d'origine guinéenne, viennent de trouver un toit. La Loire-Atlantique est le 4e département français en nombre de jeunes migrants accueillis. L'association Saint-Benoît-Labre, qui s'occupe de leur vie quotidienne, reçoit chaque année 2000 demandes d'aide de la part de ces jeunes demandeurs. Adrien Godet de Télé-Nantes est allé à leur rencontre pour nous. Vu de dehors, c'est très modeste, mais à l'intérieur, c'est un véritable confort pour ces jeunes migrants. Là, on est dans la salle d'études où on fait du soutien scolaire avec les jeunes. Ici, nous avons le salon, un lieu assez convivial, un baby-foot pour les jeunes. Ces mineurs d'origine guinéenne sont arrivés au printemps. Chaque jour, ils vont à l'école. Je suis scolarisé bien, maison familière à Châteaubriand. Et là, je pars là-bas pour étudier une semaine. Après, je reviens ici au foyer. Donc, ça va. Depuis qu'on est là, ça va. Pour les mineurs non accompagnés, l'idée, c'est d'avoir une petite résidence à taille humaine qui leur permet de se poser. S'installer donc, et pour certains, se créer un réseau. Vous avez des jeunes qui sont en apprentissage et donc les liens avec le réseau d'entreprises Vertavienne et le fait de faciliter effectivement, l'inclusion dans la vie dans la ville, quoi. Tout va bien donc, si ce n'est que les associations doivent lutter contre la méfiance vis-à-vis de ces migrants. Ça fait partie de notre mission et les discours ambiants sur le danger ou le risque d'accompagner les mineurs, notre vocation, c'est de dire on a une responsabilité sociale, il faut l'assumer, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Il n'y a pas de privilège pour personne. Des migrants, des SDF, des familles, des jeunes qui ont leur premier logement. Tout le monde a droit au logement social. En Loire-Atlantique, près de 2000 mineurs isolés sollicitent l'association Saint-Benoît-Labre chaque année. Noël arrive déjà à grands pas. Dans la Somme, une bourse aux jouets pour faire de bonnes affaires. Elle permet à certains de vider les placards pour faire de la place et vendre les jouets que les enfants n'utilisent plus. Pour d'autres, c'est l'occasion d'acheter des jouets et des livres peu abîmés à des prix défiant toute concurrence à quelques semaines des fêtes. Adélaïde Bollert pour WEO TV dans le Nord, notre partenaire. À quelques semaines de Noël, c'est le rendez-vous des bonnes affaires. Une bourse aux jouets et vêtements, c'est un peu comme une caverne d'Ali Baba pour les enfants et les parents. À Camon, près d'Amiens, c'était pour beaucoup l'occasion de vider les placards et de faire du tri. Comme ça, on peut soit racheter des jouets, soit faire un tri avec les jouets qu'on veut plus.
vu qu'on grandit un petit peu. L'objectif, c'est de désencombrer un peu la maison, récupérer du coup un peu d'argent et puis racheter des jeux aux enfants. Quand je joue plus avec, après je me dis que pour faire une bonne action, je peux les revendre et pour qu'ils revivent une deuxième fois. Je vends mon camion toupie, mon camion de pompier, mon quad, mon autre camion de pompier. Il y a ceux qui vendent, qui jouent à la marchande. Il y a aussi ceux qui achètent. Pour trouver du pas cher, pour recycler, pour faire une bonne action, tous avaient une bonne raison d'être là. Je cherche actuellement du 9 ou 12 mois pour mes bébés, des jumeaux, donc il faut beaucoup d'affaires. De l'occasion, comme j'ai des jumeaux, du coup j'en profite pour acheter un petit peu plus. C'est l'occasion de recycler également. Pas forcément être obligé de racheter neuf, surtout les livres en fait. Il faut renouveler et c'est vrai qu'on ne peut pas acheter du neuf, ça sert à rien de toute façon. Et puis ça fait plaisir à tout le monde, hein. Les gens vendent et puis moi je suis heureuse aussi. Voilà. Avec tous ces livres et ces jouets, la salle des fêtes ressemblait plus à une salle de jeu. L'association de parents d'élèves qui organise observe un réel engouement pour l'opération. Et c'est aussi pour elle un moyen de financer ces actions annuelles pour les enfants. C'est vrai qu'on a des gens plutôt modestes qui viennent et puis après des gens aussi des revenus moyens, mais ça permet à tout le monde de s'y retrouver, tout le monde est content. C'est vrai qu'avant Noël, ça permet de remettre un petit peu de beurre dans les épinards, comme on dit. Et des bourses comme celle-ci seront encore nombreuses partout dans la région à l'approche des fêtes. Alors n'hésitez pas, c'est l'endroit idéal pour faire des bonnes affaires. Voilà, et maintenant un reportage qui va intéresser notre invité politique de 8h, Stéphane Le Foll, l'ancien ministre, mais maire du Mans. Le tramway du Mans a été mis en route en 2007. Il cumule à présent près de 70 000 voyageurs par jour sur l'ensemble des 2 lignes. De quoi user les rails. Des travaux ont été entrepris, ils ont lieu de nuit, avec une méthode, vous allez le voir, bien particulière. Reportage de Diane Lemoisson pour Via Le Mans. Saviez-vous que les rails de tram se réduisent avec le temps ? Elles s'usent un peu à chaque passage et surtout dans les virages. Il faut donc les remettre régulièrement à niveau. On appelle cela un rechargement de voie ferrée. On a ajouté des cordons d'acier inoxydable pour récupérer l'usure du rail qu'il y a eu dans le temps. Et donc les machines qui sont sur place, donc les 4 machines, viennent rajouter justement ces cordons de soudure pour rattraper cette hauteur. C'est lié en fait au rayon de la courbe. Plus la courbe elle est serrée, en général plus ça s'use. Et typiquement sur le parvis de la gare, vu qu'on a un tramway à peu près toutes les 3 minutes en heure de pointe, on a beaucoup de fréquences de tramway, donc on a plus d'usure. Donc le gabarit il porte sur cette partie-là en fait qui est la même, sur le même plan qu'un rail neuf. Et là on voit le jour qu'il y a, ça correspond à l'usure en hauteur du rail. Donc typiquement sur ce rail-là, il y a environ entre 7 et 8 mm d'usure. 2 à 3 courbes par an sont rechargées. Cette année, cela concerne le virage de la gare et celui de l'hôpital. Un rechargement à 60 cm par minute. C'est le même principe que de la soudure à l'arc, donc, sauf qu'on est sous flux pour protéger de l'arc. Donc voilà, donc il y a une bobine qui est alimentée par un générateur et puis on vient déposer une succession de cordons pour rattraper l'usure. En courbe, on recharge et en ligne droite, on meule. Il s'agit de rendre le rail lisse comme un miroir pour diminuer le bruit des trams. Parce que sur le rail, en fait, à certains endroits, on a une espèce de vaguelette qui se forme à cause de l'usure. Donc quand on parle de vaguelette, c'est vraiment infime, c'est juste quelques dixièmes de millimètre. Sauf qu'au passage des tramways, en fait, ces dixièmes de millimètre, ces espèces de vagues, en fait, ça vient faire du bruit, ça vient faire une usure prématurée du rail. Donc en fait, une fois par an, on fait intervenir une entreprise pour traiter tous ces points où on trouve ces vaguelettes. Donc grossièrement, on traite à peu près 11 km de rail par an. Les travaux de maintenance se poursuivront en semaine jusqu'au 2 novembre. Des travaux réalisés exclusivement de nuit et pour lesquels la circulation des trams est interrompue à partir de 20 h. Des bus relais vous permettent d'assurer vos déplacements. Voilà, Via Le Mans, une nouvelle chaîne partenaire de cette émission qui vient donc d'arriver. Chaque matin, ils diffuseront des reportages dans ce JT des territoires. Voilà, c'est Stéphane Le Foll, l'ancien ministre et maire du Mans, qui sera notre invité tout à l'heure. Tout de suite, on passe aux revues de la une de la presse quotidienne régionale dans un tout petit instant. On démarre avec l'anniversaire des attentats du 13 novembre à la une de Sud-Ouest et de beaucoup de quotidiens de la presse quotidienne régionale ce matin. Bonjour Saveria. Il y a 3 ans, l'horreur terroriste frappait en plein Paris. Un hommage national est prévu aujourd'hui à Paris et à Saint-Denis. Sud-Ouest plonge au cœur de l'enquête, selon le journaliste Mathieu Suc, journaliste de Mediapart. Grand spécialiste de l'État islamique, les commanditaires des attentats auraient tous été
éliminé. Mathieu Suc qui explique qu'un attentat type 13 novembre, Daesh ne semble plus en mesure aujourd'hui de l'organiser. Le 13 novembre 2015, 9 hommes se revendiquant de l'État islamique avaient mené une série d'attaques aux abords du Stade de France et en plein cœur de Paris, au Bataclan, des attaques faisant 130 morts et plus de 350 blessés. Alors ces attentats du 13 novembre sont à la une de la PQR, à Saint-Denis et à Paris bien sûr, et c'est la difficile reconstruction qui a suivi à la une de Paris-Normandie. 3 ans, jour pour jour, après les attentats de Paris et de Saint-Denis, le long travail de reconstruction des victimes Paris-Normandie interroge ce matin une survivante des attaques qui dit son effroi, sa peur, sa douleur. Et le très lent travail de reconstruction, Catherine Bertrand, c'est elle, publie aujourd'hui Chronique d'une survivante, le récit de ses 3 ans de travail pour renaître après les attentats. Un hommage national est prévu aujourd'hui à Paris et à Saint-Denis. Pour la première fois, le président de la République n'assistera pas à la cérémonie. Seront présents cette année Édouard Philippe, le Premier ministre, la maire de Paris, Anne Hidalgo, accompagnée de son homologue londonien, Sadiq Khan. Voilà, c'est combien de divisions? C'est les Gilets jaunes qui sont à la une du Courrier Picard, dont le rédacteur en chef est Michael Tassard ce matin. Branle-bas de combat en vue de la grande mobilisation du 17 novembre. Les Gilets jaunes s'organisent. Qui sont-ils? Le mouvement est-il spontané ou au contraire faut-il y voir une récupération politique? Les Gilets jaunes qui fourbissent leurs armes en Picardie maritime. Ambiance et reportage à Oincourt dans le Vimeux. Ces Gilets jaunes ont bien leurs propres convictions politiques, mais il ne s'agit pas d'en débattre. On ne veut pas être dirigé par les uns ou les autres. Le coût du carburant transcende les clivages. Une seule inquiétude, la présence de fauteurs de troubles. Nous ne voulons ni casseurs ni bagarreurs. Et puis le drame de la rue d'Aubagne, jour après jour, la Marseillaise, c'est des révélations, documents exclusifs ce matin. Dès 2014, la mairie savait. La Marseillaise qui publie ce matin un document exclusif, une expertise reçue par la ville en 2014, 4 ans avant l'effondrement qui a coûté la vie à 8 personnes rue d'Aubagne. Une expertise plus qu'alarmante sur les risques que comportaient ces immeubles. Un document dont la mairie n'a pas tenu compte. La mairie tenue depuis 23 ans par Jean-Claude Gaudin. Je vous cite une phrase de cette expertise. « Ce bâtiment est occupé dans les étages supérieurs. Il me semble indispensable d'attirer votre attention sur les risques encourus par les occupants. » C'était donc il y a 4 ans. Libération Champagne, quand les parents dépassent les limites, eux aussi. Colette Méan, c'est une coach de 77 ans. Elle a été violemment agressée à la mi-temps d'un match de basket, agressée par le père d'un joueur. C'est Libération Champagne qui nous raconte l'agression de cette entraîneuse historique du club de basket de Saint-André-les-Vergers. Elle a 77 ans et le père d'un joueur de 15 ans l'a agressée dans le vestiaire à la mi-temps. Pourquoi? Eh bien parce que son fils, en larmes, n'était pas encore entré sur le terrain. Résultat, 60 jours d'arrêt de travail pour Colette, une affaire qui rappelle les relations parfois tendues entre dirigeants de clubs sportifs et parents de jeunes licenciés. Merci beaucoup Saveria. On vous retrouve en 3e partie de notre émission pour l'actualité parlementaire et politique. Tout de suite, c'est le Club de la presse, Jérôme Cordelier et Jean-Michel Elvig dans un instant. Bonjour Jean-Michel Elvig, vous êtes éditorialiste à La République des Pyrénées, un des journaux du groupe Sud-Ouest. Merci d'être sur ce plateau ce matin. Et bonjour Jérôme Cordelier, vous êtes le rédacteur en chef des éditions locales du Point. Merci d'être là ce matin. Bonjour et vous revenez de Corrèze, on va en parler dans un instant. On démarre avec les Gilets jaunes, votre ancien journal. Vous avez été directeur de la rédaction de Libé. Titre Gilets jaunes, un mouvement aux coutures opaques. Et vous, votre édito ce matin dans La République des Pyrénées, c'est ovni social et grenade politique. Alors la vraie question, ils vont défiler, on sait que donc, samedi il y a cette journée de mobilisation, c'est avec qui négocier, car les revendications, vous l'écrivez très bien dans votre édito ce matin, sont multiples, Jean-Michel Elvig. Oui, mais est-ce qu'on peut même parler de revendications? J'entendais une initiatrice d'une pétition justement appelant à ce mouvement qui disait finalement c'est le rassemblement de tous ceux qui en ont marre de tout. Oui. Autour de cette table, chacun de nous en a marre de quelque chose. On n'a pas forcément les mêmes choses, mais toutes les entrées mises à part, c'est quand vous sur quelle revendication? Enfin, il y en a qui veulent la suppression de toutes les taxes sur l'essence, il y en a qui
qui souhaitent que la hausse prévue au 1er janvier soit supprimée. Il y en a d'autres qui étendent ça aux retraites, au coût de la vie, à Macron. Enfin, même il y a certains qui sont dans des démarches de type séditieuse. Mais on va marcher sur l'Élysée. Mais là aussi, il faut quand même se méfier. C'est aussi notre le fonctionnement des médias. On trouve toujours à longueur parce qu'il faut meubler l'antenne, on va toujours trouver 400 personnes qui sont, sauf ici, qui sont prêtes à dire ce qu'on veut leur faire dire, c'est-à-dire qu'ils iront jusqu'au bout, ça va saigner, etc., etc. Le résultat, on verra. Mais en attendant, avec qui négocier, quoi négocier, comment négocier, puisqu'il n'y a aucun interlocuteur légitime, sauf la légitimité, c'est de passer à la radio, à la télévision. Donc, c'est pour tout gouvernement, hein, ça serait comment faire avec ça. Pour ça, il y a un côté ovni. Quand on voit la présence de l'extrême droite, ce qui ne veut pas dire que tous les gens qui sont là sont d'extrême droite, bien loin de là, mais toute l'extrême droite y sera. À partir du moment où vous avez aussi des ferments de surenchères politiques insidieuses, là, vous êtes devant une espèce d'ovni, vous ne savez pas comment le faire avec. Jérôme Cordelier, faute d'intermédiaires légitimes, ces mouvements prennent de l'ampleur, y compris dans les territoires d'ailleurs. On a vu les associations d'automobilistes sur les 80 km/h. Jean-Michel Elvig en parle dans son édito de la République des Pyrénées ce matin. On a vu des revendications territoriales monter, etc. C'est quoi? Il n'y a plus de corps intermédiaires, comme on les appelait, c'est ça? Oui, malheureusement, je pense que ce soit plus complexe et c'est peut-être, je ne veux pas envoyer de grands mots, mais à rechercher dans l'âme française, si on peut dire, parce qu'il y a... Jean-Michel a raison, espèce de plainte comme ça qui monte un climat délétère. C'est vrai que le français est râleur, mais alors maintenant on aboutit à des points complètement fous. Regardez cette petite histoire qui est assez symptomatique de l'histoire de l'époque. Récemment, cette dame de 101 ans qui s'adresse à Emmanuel Macron et qui dit « Ah, c'est le plus beau jour de ma vie, je vais avoir une photo avec le président de la République ». À ce moment-là, Angela Merkel arrive, s'adresse à cette femme, elle la prend pour Brigitte Macron. C'est vrai qu'il peut y avoir une ressemblance. Et elle lui explique qu'elle est la chancelière allemande. Et cette dame est complètement émerveillée par le fait qu'elle va avoir une photo avec la chancelière allemande et le président de la République. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qui court sur les réseaux sociaux? C'est que cette dame de 101 ans, je répète son âge, a pris Angela Merkel pour Brigitte Macron. Mais enfin, franchement, c'est prendre la chose par le petit bout de la lorgnette. On est dans... Et je pense que c'est assez symptomatique du climat actuel, même s'il y a des revendications sociales qui peuvent être légitimes. Et le problème, c'est que ces revendications sociales légitimes, elles sont noyées dans un océan d'amertume et de plaintes qui ne sont pas toutes légitimes et qui n'ont pas toutes droit à les sunlight des médias, quoi. Alors, quand les agriculteurs déversent du purin devant les préfectures, c'est Jean-Michel Elvig qui écrit ça, quand les chauffeurs routiers des auto-écoles, des taxis ou toute corporation grognon font des opérations escargots sur les axes routiers, il y a toujours des organisations derrière avec qui discuter et passer des compromis à soumettre à leur base, vous écrivez. Oui, parce que ce sont des mouvements... Quoi qu'on pense du fond des revendications, ce sont des mouvements finalement de type rationnel. Là, on est en grande partie dans l'irrationnel. Donc là, comment traiter ça, ça va être très, très difficile et les risques de confrontation, parce qu'il y a un moment où on peut pas, on est obligé de désengorger, on peut pas laisser paralyser des villes. Il y a des risques sérieux qui eux-mêmes à ce moment-là alimenteront une nouvelle colère, de nouvelles indignations. On n'en sort plus. C'est vrai qu'on joue, les médias jouent un rôle comme ça par crainte d'être en retard, crainte d'ailleurs que je veux partager, de dire tiens, il y a un mouvement, on n'a pas senti, on a été largué après coup. Donc on préfère devancer les choses, par peur aussi de paraître aligné ou complice, si j'ose dire, du gouvernement. Donc on va en rajouter pour faire preuve d'indépendance. Donc il y a une espèce de phénomène d'entraînement comme ça qui nourrit aussi à son tour une mobilisation. Voilà. C'est le syndrome priorité au direct. Voilà. Priorité au direct. Alors, quand on a vu cette bannière, on a tout vu sur le fonctionnement actuel de l'information. Le problème le plus aigu,
problème le plus aigu. Soit dit en passant, on est dans une période où l'essence et le gasoil ont baissé d'ailleurs de façon liée à la baisse du baril du pétrole. Alors on peut dire que, d'une certaine façon, la menace de ce mouvement a déjà joué un rôle, puisque des baisses qui normalement auraient dû avoir lieu ont eu lieu avant qu'elles n'aient lieu. Parce que d'habitude, il y avait toujours un décalage entre la baisse du baril et puis la répercussion au prix à la pompe. Mais alors, vous posez une question en filigrane. Est-ce que, il y a la même ambiance dans les territoires? On est dans le journal des territoires, on a vu tout à l'heure, il y a un certain nombre de sujets issus des régions. Est-ce qu'il y a la même ambiance dans les territoires? On va en parler dans un instant d'ailleurs avec vous, Jérôme Cordelier. Et à Paris, où est-ce qu'il y a un décalage? Est-ce que le pays est décalé de ce point de vue-là? Je voudrais Moi, je pense à vous que, deux. sincèrement, pour sillonner la France, il y a moins de décalage qu'on peut le dire. C'est-à-dire je pense qu'il y a aussi du marketing politique qui consiste, et journalistique, qui consiste à dire qu'il y a un décalage entre le pays réel et le pays légal, si on peut dire. Je pense que de moins en moins, enfin non, pas de moins en moins, pardon, beaucoup moins qu'on le dit, même si évidemment il y a des territoires oubliés et de plus en plus au sein de cette République. On parle beaucoup des banlieues, mais il y a aussi les territoires ruraux et donc qui se battent et qui n'ont pas l'impression toujours d'être entendus par le pouvoir central. Mais je dois dire que le pouvoir central a fait beaucoup d'efforts par rapport à ça, par rapport aux premiers mois du quinquennat. Jean-Michel Big. Oui, c'est exact. C'est vrai qu'il y a un problème très spécifique dans les zones rurales où le temps où on ne peut se déplacer qu'en voiture, souvent des trajets assez longs pour aller travailler d'abord dans des villes, justement, parce que pourquoi les gens sont partis des villes? Parce que le coût de l'immobilier était trop cher. D'ailleurs, quand on parle des fractures territoriales, c'est vrai que ça induit plus de dépenses quand on s'éloigne des villes par rapport à ceux qui sont dans les villes, mais c'est vrai aussi que vous avez des loyers moins chers, du coût de l'immobilier qui est moins cher, donc certes vous augmentez votre budget de transport, mais en même temps vous diminuez le budget logement, donc tout ça est très compliqué. Et pour ce qui paraît du décalage, Paris-France, hier c'est le conseil de la métropole de Paris, donc du Grand Paris, incluant les départements limitrophes, qui a voté l'interdiction des diesels de plus immatriculés avant 2000 d'ici l'année prochaine. Et c'est un conseil qui, soit dit en passant, est à majorité de droite. Les mêmes qui peut-être par ailleurs peuvent soutenir le mouvement des Gilets jaunes. Vous restez avec nous, vous serez là dans le débrief de l'actu. On reparlera des Gilets jaunes, ovni social et grenade politique. Votre édito dans la République des Pyrénées. Jérôme Cordelier, vous revenez de Corrèze. Alors, la une du Point des éditions locales du Point, c'est les Corréziens à la conquête du monde. Et c'est vrai que c'est impressionnant quand on regarde le nombre de Corréziens qui réussissent partout dans le monde, dans tous les domaines. Cette mosaïque de une, là, elle est vraiment incroyable. Oui, alors en plus, ce sont les nouveaux visages. Vous voyez, on parlait des territoires qui se battent. La Corrèze, c'est étonnant parce que c'est un territoire qui est enclavé, qui est plutôt pauvre et qui arrive à produire beaucoup de talents. Il y a quelques années, j'avais fait une en Corrèze et on avait mis ce que la Corrèze a apporté à la France. C'était un titre journalistique, évidemment, mais on avait mis 4 papes. 2 présidents, puisque c'était sous la présidence de François Hollande, des papes d'Avignon. Et là, donc, on a essayé de montrer un peu les nouveaux visages. Et vous avez des personnages assez incroyables. Alors moi, j'ai retenu évidemment Jean-Marie Auboine, qui fait fortune à Las Vegas dans la pâtisserie. Voilà, sensationnel. Qui est un chef pâtissier. Ouais. Mais alors, vous avez par exemple quelqu'un qu'on connaît peu, mais Thierry Blandinière, par exemple. Je pense que Stéphane Le Foll le connaît très bien, puisque c'est le patron d'Invivo. Et il pèse à peu près la moitié de l'agriculture française. Ouais. Il fédère 230 coopératives agricoles. Virginie Vérez, une femme. Voilà, soprano. À l'Opéra de Paris et à l'Opéra de Vienne. Et puis alors vous avez une autre... Elle chante à Paris et à Vienne, mais ce qu'elle aime le plus au monde, c'est Brive. Voilà, oui, parce que tous ces gens sont attachés à leurs racines. Vous savez, c'est le côté, voilà, on a la tête dans les étoiles et en même temps, on est bien retourné. Il y a Mathieu Bossredon aussi, dont l'objectif c'est Tokyo en 2020. Oui, qui est un champion paralympique. Paralympique, formidable de sport. Il y a une photo d'ailleurs de lui dans les rues Et vous avez justement ce qui s'affiche à l'antenne, Hélène Bourboulou. Hélène Bourboulou, c'est une des trois administratrices judiciaires françaises et qui fait à peu près tous les grands deals avec un angle très social et qui siège à New York, qui va à San Francisco, à Silicon Valley, et elle dit, moi, ce que j'aime, c'est retrouver ma maison en Corrèze pour voir si le chêne a poussé. Bon, et puis le petit prince d'Arsenal, vous pouvez lui, en parler. Voilà, et d'ailleurs, on en parlait parce que Jean-Michel Elvig connaît très bien le football, et donc c'est vrai que Laurent Koscielny
a commencé au SC Tulle. Et donc on a été interrogé, son entraîneur, tous les gens qui l'ont... De Tulle à l'Arsenal. Voilà, de Tulle à Arsenal. Vous savez, le pauvre, malheureusement, il s'est blessé 1 mois avant le mondial. Sinon, il aurait fait partie de l'équipe de France victorieuse. Alors, Frédéric Soulier, c'est donc le maire de Brive, qui, son leitmotiv, c'est rendre le pouvoir d'achat aux brivistes. Oui, alors voilà, on dit les brivistes, hein, d'ailleurs, voilà, pas les briviens. Hein. Tout à fait, les brivistes, ni les brivois. Et donc, voilà, alors ça, c'est par exemple quelque chose dont on parle assez peu dans les médias nationaux, mais voilà un maire qui essaye de, dans la mesure de ses possibilités, de rendre du pouvoir d'achat. En faisant quoi? En essayant de jouer sur la fiscalité locale, la taxe foncière. On a parlé beaucoup des maires qui avaient augmenté la taxe foncière, la taxe d'habitation. Lui essaye de la diminuer. C'est pas encore flagrant, mais ça le sera plus tard. Et en jouant, par exemple, sur le prix de l'eau, sur le prix de l'énergie. Et donc, voilà, son but, lui, modestement, à son échelle, c'est d'essayer de rendre du pouvoir d'achat à ses concitoyens. Bon, et passionnant, hein, cette une des Corésiens qui réussissent partout dans le monde, les Corésiens à la conquête du monde. Puis alors, un petit mot sur Jacques Chirac, de toutes les couleurs. Il est au musée, évidemment, qui lui est consacré. À Saran. À Saran. Et il y a 200 portraits de lui conservés dans des collections. C'est incroyable. Et on voit d'ailleurs quelques musts dans le point. C'est un musée qui se visite en Haute-Corrèze. Merci Jérôme Cordelier. Vous restez avec nous, bien sûr, pour le débrief de l'actu. Dans un instant, c'est la météo des territoires sur le Canal 13 de la TNT, la seule météo avec les territoires français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes. Et on se retrouve après. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans un tout petit instant, c'est Stéphane Le Foll, l'ancien ministre et maire PS du Mans, qui est notre invité politique en direct sur ce plateau. Tout de suite, on va aller regarder ce qui se passe du côté du monde, ce que vous devez savoir de l'actualité du monde, avec le Zap Monde, avec pour commencer les élections en République démocratique du Congo, qui auront lieu le 23 décembre. L'opposition y choisit un candidat unique. Pour l'élection présidentielle, c'est Martin Fayoulou. On regarde ensemble, on se retrouve après avec Stéphane Le Foll. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Que va faire l'opposition à RD Congo? Les partenaires d'hier comme Tshisekedi et Kamere reprennent leur liberté après la désignation surprise de Martin Fayoulou comme candidat opposant unique à la présidentielle du 23 décembre. L'accord de Genève a jeté des dizaines de militants dans la rue, devant le siège de l'UDPS précisément, où ce feu est né de la colère. Nous, la jeunesse de l'UDPS, nous rejetons cette blague de Genève. L'accord n'est pas caduque, l'accord existe et existera et va nous amener aux élections libres, transparentes et apaisées, sans machine à voter. Father, please help us. Please help us to be safe. C'est l'enfer sur Terre, tellement incroyable qu'on se croirait dans un jeu vidéo. Accrochée à son volant, cette conductrice finit par quitter la prison de flammes. Le brasier est partout. Pas d'autre choix que la fuite pour les habitants. Ils sont 80 à avoir rejoint la caravane de migrants. Des homosexuels, des transsexuels qui préfèrent l'inconnu d'une odyssée semée d'embûches à leur quotidien en Amérique centrale.
Moi, je viens du Honduras, un pays où il y a vraiment beaucoup de violence, surtout si vous êtes gay, lesbienne ou transsexuel. Là-bas, on nous tue, on nous décapite, on nous mutile. Et en fait, on a très peur. C'est pour ça qu'on fuit. Dans ce quartier résidentiel, à moins de 10 km de la frontière américaine, l'arrivée de ces migrants LGBT suscite colère et méfiance. Nous sommes mal à l'aise parce que les autorités ne nous ont pas demandé notre avis. On aurait dû nous dire que ces personnes allaient venir. Derrière les X-Men, l'incroyable Hulk, Daredevil, Black Panther ou Spider-Man, il y a cet homme aux lunettes noires, une véritable légende. Stan Lee, créateur ou co-créateur de plus d'une centaine de super-héros de bande dessinée, dont une volée ont été adaptés au cinéma. Stan Lee qui a révolutionné les comics américains à une période où ils étaient accusés par la censure de pervertir la jeunesse. Avec lui, dans les années 60, apparaissent des personnages et des histoires qui ne sont plus seulement réservées aux enfants et qui deviendront cultes pour des générations. Infatigable conteur, Stan Lee est mort à 95 ans. Oh damn.